Moi, je voudrais d'abord commencer par les incidents euh, qui se sont déroulés hier sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Et je sais que beaucoup de personnes en ont parlé, mais la répétition est pédagogique. Et il ne faudrait pas qu'on on se voile la face et qu'on perd de vue la vérité. Et on a tous des yeux pour voir et nous avons tous des oreilles aussi pour entendre. Et pourquoi moi je le dis? Et vous savez que dans les règlements du football, les règles établies par la FIFA qui s'étend aux différentes fédérations, c'est-à-dire que loin de là de mener la politique au football. Et les choses ont toujours fonctionné comme ça. Mais je crois que quand nous avons été sélectionnés pour abriter la CAN 2023, et la Côte d'Ivoire, pour beaucoup de personnes, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas tenir ce pari-là. Parce que, comme on le dit, nous avions à l'époque deux stades. Je dis bien deux stades. Le stade Félix Houphouët-Boigny et celui de Bouaké, qui étaient vraiment, qui remplissaient les normes de la FIFA et de la CAF. Et lorsque on nous a attribué, et Solange, je vous chicoté, hein, vous pouvez pas vous taire. Et donc, excusez-moi, et quand on était en train d'organiser la CAN, les gens nous ont dit que nous ne pouvons pas. Mais Dieu sachant faire les choses, nous avons un président de la République à la tête de la Côte d'Ivoire qui quand même connaît ce qu'on appelle la fonction de président de la République. Et le président Alassane Ouattara s'est tout de suite mis à travailler de sorte que nous soyons prêts à la date indiquée. Pour d'autres raisons aussi, il y a, comme on appelle, la compétition a été repoussée. La compétition a été repoussée en janvier 2024. Et histoire de nous permettre d'être prêts. Et quand ça arrivé, effectivement, il fallait construire, comme on appelle, 6 stades, puisque de 16 nations, nous nous sommes retrouvés à 24 nations. Les 16 nations jouaient dans 4 stades. Et quand on ajoute encore, il fallait encore ajouter 2 autres stades pour en faire 6 stades. Et la Côte d'Ivoire s'est mise au travail pour nous offrir 6 stades. Le stade Félix Houphouët-Boigny a été complètement réhabilité. Et on a augmenté la capacité, comme on appelle, d'accueil. La pelouse a été entièrement refaite. Et les gradins et puis la toiture, tout a été remis à niveau. Et celui de Bouaké aussi, c'est pareil. Ensuite, nous avons construit le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Construit le stade olympique Alassane Ouattara. Nous avons construit un autre stade à Korogo et celui de San Pedro, avec de très belles pelouses. Et quand les matchs ont commencé, ceux qui ont joué sur les pelouses et toutes les nations ont apprécié la qualité de nos infrastructures. Et la chose même qui a voulu que la CAF et la FIFA disent que, comme le président Alassane Ouattara avait l'habitude de le dire, ça sera la CAN jamais organisée sur le continent africain.
Et cela s'est confirmé avec la qualité des infrastructures, en même temps avec les dirigeants même du football mondial, qui ont donné vraiment, qui ont félicité la Côte d'Ivoire pour la bonne organisation. Et ce qui est intéressant, c'est que nous savions très bien qu'après la compétition, ces infrastructures-là allaient nous servir à autre chose. Ça allait nous permettre de rehausser le niveau de notre championnat national. Et ça a été le cas. Et quand on finit, en Afrique, là, nous avons l'habitude de voir qu'après la compétition, les infrastructures sont le plus souvent laissées pour compte. Et ces infrastructures-là finissent par moments dans la broussaille. La Côte d'Ivoire, ayant appris des leçons à ce sujet, a mis, a signé un accord donc avec une entreprise française et ajouté à l'ONS qui est chargée, de veiller sur les infrastructures sportives. Et donc, chaque stade, vous allez trouver une équipe d'entretien là-bas qui se charge de faire les réparations, d'entretenir la pelouse. Parce que quand la pelouse n'est pas entretenue, vous allez voir qu'elle se dégrade. Et donc, on a continué. Nous avons fini la compétition en février. Mais de février jusqu'à maintenant, ça fait plus de 6 mois, 7 mois que nos infrastructures sont en bon état. Et puisque nous allons encore à une autre CAN qui sera organisée au Maroc, la CAF désormais a dit que vu ce que la Côte d'Ivoire a montré, qu'elle ne va plus accepter des terrains qui ne sont pas homologués. C'est-à-dire quoi? On ne va plus jouer des matchs sur des pelouses qui ressemblent à des champs de patates. Et donc, la CAF a envoyé une inspection un peu partout. Il y a eu des stades qui ne remplissaient pas les normes et la CAF a décidé de ne pas utiliser ces terrains-là. Et ces pays qui doivent jouer les qualifications sont obligés de délocaliser leurs matchs. C'est comme ça, nous avons reçu 6 pays ici, plus la Côte d'Ivoire qui fait 7, au nom desquels nous avons le Mali, le Burkina, nous avons le Bénin, nous avons la Guinée, nous avons d'autres pays, je ne vais pas me mettre à les citer, ils sont 6. Et donc, la Guinée a joué son match ici, au stade olympique Alassane Ouattara. La Guinée a gagné son match. Les supporters guinéens ont été exemplaires. Malgré la victoire de leur équipe, ils sont restés disciplinés et ils ont respecté, les principes de la CAF. Ils ne sont pas descendus sur la pelouse pour aller, faire du désordre. Ils sont restés. Le Bénin a joué 4 matchs. Je dis bien, le Bénin a joué beaucoup de matchs au stade Félix Houphouët-Boigny. Et leur dernier match, ils ont battu leur adversaire. Les supporters béninois ne sont pas descendus sur la pelouse. Mais hier, qu'est-ce que ça nous a été donné de voir? Nous avons vu un Burkina Faso qui a battu 4-1 le Burundi. Mais les supporters burkinabés sont descendus sur la pelouse. Ils ont cassé les choses, ils sont descendus sur la pelouse pour aller créer le désordre. Et dans ce désordre-là, ils ont blessé un joueur burundais. Et pour eux, c'est normal. Mais pourquoi moi je le dis? Il faut faire attention et observer les choses. On a dit qu'il ne faut pas que la politique s'immisce dans le football. C'est ce qui est dit. Mais je vais vous ramener aux relations très tendues qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ce n'est pas un aveu
on n'est pas aveugle et on voit ce qui se passe. Mais la Côte d'Ivoire pouvait refuser, pouvait dire à la CAF que nous n'acceptons pas qu'un pays vienne jouer ici. Et rien n'allait se passer parce que c'est nous, on a mis l'argent dans ces infrastructures-là. D'après eux, nous nous sommes entêtés que ces infrastructures-là n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire. Nous, on a dit oui. Mais on a accepté, ils sont venus jouer. Mais quand on vient voir le comportement de ces Burkinabés, mais est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour savoir que c'est cette mission-là qu'on leur a confiée? C'est cette mission qu'on leur a confiée. Si vous arrivez, dès que vous arrivez au stade, que vous ayez la victoire, que vous n'obtenez pas la victoire, descendez sur la pelouse et faites ce que vous voulez. Et donc, c'est ce qui a été donné. Et leur comportement, c'est un comportement qui est fait exprès. Personne ne viendra me dire la vérité et personne ne peut me convaincre que ce n'est pas fait exprès. Parce que quand vous regardez les circonstances dans lesquelles ils sont descendus, vous pouvez aisément le comprendre. Et ça a été fait exprès. Et pour choquer les Ivoiriens, narguer les Ivoiriens, et ensuite pour que ça passe comme ça. Dans les tribunes, mais ils insultaient le président Hassan Ouattara. Et ils chantaient à la gloire de leur petit capitaine. Les vidéos sont là. Mais ça n'a pas suffi. Il faut descendre encore sur la pelouse, aller gâter tout. Et donc ça veut dire quoi? C'est la même politique là qu'ils ont transportée ici. Mais moi je vais le dire tout net. Ce que nos gens là sont en train de faire, il faut que nous arrêtions ça. On n'est pas liés. Le Burkina et la Côte d'Ivoire ne sont pas liés. On se bat avec ces mots-là. On n'est pas même pays. Je dis, on n'est pas même pays. On n'est pas même pays. Le Burkina, c'est le Burkina. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Si on était même pays là, pourquoi les noms sont différents? Nous sommes des voisins, on ne les nie pas. Mais arrêtez de dire qu'on est même chose. On n'a jamais été même chose. Si on était même chose, ils allaient comprendre qu'ils ont échoué de construire un stade et puis on les a accueillis. Ils disent qu'ils sont souverains, non? Un petit stade là, ils n'arrivent même pas à construire un stade pour aller jouer au ballon. Mais quand on les accepte, il faut qu'ils se plient aux exigences de ce que la CAF a dit. Et moi, ce qui m'a choqué, comme le dirait le père Martial Koulibaly, après ces incidents, moi je suis allé sur le site officiel de la fédération, comme on appelle, burkinabé de football. Ensuite, je suis allé sur le site, la page même du ministère des Sports du Burkina Faso, croyant que ces deux entités du football burkinabé allaient produire des communiqués pour condamner le comportement très irresponsable et très analphabète de ces supporters. Rien n'y fit. Si vous partez sur les pages, il n'y a rien qui est fait pour eux. C'est normal qu'on vienne gâter nos infrastructures. Mais je ne leur tiens pas rigueur. Moi, j'en veux à nos autorités. Je le dis honnêtement, j'en veux à nos autorités. Et l'argent du contribuable ivoirien, on ne peut pas accepter que des vauriens, des gens qui sont dans le Sahel, qui pensent qu'ils sont indépendants, on leur donne tout et ils viennent nous narguer sur notre propre sol. Il faut que ça s'arrête. Et nous allons obliger le ministère des Sports, la FIF et l'ONS à demander des comptes à la fédération, comme on appelle, burkinabé de football, et au ministère des Sports. Et ça, on va les y obliger à le faire. Parce que si ça continue comme ça, demain, ça sera un autre pays. Ils ont dit que nous on s'est endettés et qu'on a pris, comme on appelle, crédit pour construire nos infrastructures. Mais c'est le contribuable ivoirien qui va rembourser. Si c'est nous, on va rembourser la dette. Mais pourquoi on va accepter des gens qui se suffisent venir jouer sur nos infrastructures où on n'a même pas encore remboursé les dettes d'après eux? Pourquoi on va accepter ça? Et la Fédération ivoirienne de football, l'ONS et le ministère des Sports doivent des comptes aux Ivoiriens. Pourquoi cela s'est passé? Il faut qu'ils nous disent ce qui s'est passé et qu'on prenne des sanctions. Et la facture là doit être envoyée, comme on appelle, à l'État burkinabé. Et j'ai vu le communiqué de l'ONS
Allez-y lire le communiqué. Un communiqué très méprisant. Un communiqué, c'est-à-dire que c'est une fuite en avant. Ah bon? Allez-y lire le communiqué. Je ne vais même pas vous dire, allez-y lire pour vous faire une idée. Mais quel est ce pays? Quel est ce pays? On peut être beau gentil, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Rien n'oblige la Côte d'Ivoire à être gentil avec les autres pays. Pourquoi ils ne le font pas avec nous dans leur pays et que c'est la Côte d'Ivoire qui est obligée de le faire? Mais quand tu ne veux pas dire oui, mais ça, il ne peut pas nous atteindre. Arrêtez-moi, ce sont des lâcheries. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Ils nous ont montré qu'ils ne nous aiment pas. Est-ce que c'est forcé de faire une amitié? La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays. Pourquoi ils ne sont pas allés au Ghana? Le Ghana a des infrastructures, mais c'est parce qu'ils connaissent la position des Ghanéens. Ça veut dire quoi? Et quand tu vas regarder, même nos championnats qui sont là, pourquoi on n'accepte pas qu'on joue tous les matchs sur nos stades? Et c'est seulement au stade Robert Champoux de Marcory. Ah bon? Donc le championnat local, on n'a pas le droit de jouer les matchs du championnat local au stade où Fauboy, Pimpe, à Jamsokro, à San Pedro et à Korogo. Donc on doit toujours jouer ces matchs-là, soit au parc des sports, soit, au Champoux. Et on va venir donner notre terrain à des gens qui, à longueur de journée, insultent le président Hassan Ouattara, qui est allé chercher l'argent pour venir construire les stades. Cher EPV, moi-même, je vous pose la question, est-ce que ça là, c'est normal? Mais moi, je le dis, ce pouvoir est en train de créer une situation, mais quand ils ne seront plus là, c'est le peuple qui va en partir. On ne peut pas accepter. Et moi, j'ai dit, il faut que ça s'arrête. Est-ce qu'on est obligé d'aller à l'école? Les déstabilisations qui se passent au Burkina Faso, ce n'est même pas caché. Et puis, ils ne s'en cachent même pas. Ils ne le cachent même pas. Quelqu'un qui dit qu'il ne t'aime pas, pourquoi tu veux le forcer à t'aimer? Comme ce que nous on a dit là. L'UNS n'a pas dit qu'ils vont, comme il y a un match qui se joue demain, ils vont réparer les choses là, et après ils vont situer les responsabilités, et puis voilà. Moi, ce que moi j'attends, qu'on vienne me dire qu'ils ont envoyé la facture là pour que les gens réparent. Parce que ce que moi j'ai appris, ils n'ont pas payé pour venir jouer, hein. On leur a offert le stade gratuitement. Comme ils n'ont pas payé l'argent, l'État burkinabé, IB les a encouragés à venir casser nos infrastructures. Si vraiment ils avaient un remords, on allait voir un semblant de communiquer sur les pages que moi je vous ai citées. La Fédération burkinabé de football, et et le ministère des Sports. Mais allez-y voir là-bas, rien. Ils se sont plutôt moqués et ils ont été très fiers de la qualification de leur pays. Mais nos infrastructures, ce n'est pas leur problème. Comme ils n'arrivent pas ils n'ont pas d'infrastructure pour accueillir les gens, il faut que pour la Côte d'Ivoire, c'est gâte, et puis on est la même chose. Mais c'est quoi? Est-ce que ce comportement-là, est un bon comportement? Moi, pour moi, ce n'est pas un bon comportement. Et si on continue dans ça, et vous allez voir que tout le monde va commencer à se foutre de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que, le Burkina Faso, mais éclairé, je tombe des nues. Mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Et même si les forces de l'air frappaient un Burkinabé pour le tuer là-bas, là, rien n'allait se passer. Parce qu'ils ont violé les lois. Ils ont violé les lois. Ils insultent le président Hassan Ouattara au stade Félix Houphouët-Boigny. Et ils sont en train de chanter à la gloire d'IB. Mais qui a occasionné ça? C'est le ministère des Sports et la Fédération ivoirienne de football. S'ils avaient refusé, l'État de Côte d'Ivoire allait soutenir leur choix. Mais est-ce que c'est la CAF qui a construit les stades pour nous donner? La CAF n'a pas mis ses francs dedans. Quand la CAF te confie l'organisation là, ils ne mettent pas ses francs dans les infrastructures. Au contraire, ils mettent la pression sur toi. Et quand ce n'est pas bien fait, ils vont te menacer de retirer la compétition. Mais c'est parce que c'est le président Hassan Ouattara. Sinon, le délai qu'on nous avait donné, on avait largement dépassé le délai. Mais l'aura du président Hassan Ouattara a fait que les gens ont repoussé la compétition pour nous permettre d'être prêts. Mais quand on va mettre des milliards dans ces infrastructures, on va laisser des pays très coulés venir gâter nos infrastructures. Ça, moi, je suis contre. Et moi, je condamne ça. Et moi, je dis,
Idriss Diallo, le ministre des Sports et le DG de l'ONS, vous avez des comptes à rendre. Vous avez des comptes à rendre aux Ivoiriens. Sinon, ce que vous avez fait, c'est un mépris total. Moi, je le dis, c'est un mépris total. Imaginez-vous que la Côte d'Ivoire était dans le même cas que le Burkina et qu'on devrait aller jouer au Burkina Faso dans l'atmosphère actuelle qui règne entre les deux pays. Et que ce sont les Ivoiriens qui s'étaient comportés comme ça. Vous pensez qu'ils allaient rentrer CSO dans leur domicile respectif, mais il y a longtemps, ils ont fini de tuer tout le monde là-bas. Mais pourquoi nous, on doit accepter tout? Oui, la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Une terre d'hospitalité qui est en train de devenir pour nous un problème. Il faut qu'on se respecte. Et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, il y a la responsabilité de nos autorités dedans. C'est eux, parce que c'est eux qui autorisent. S'ils n'ont pas autorisé, la CAN ne viendra jamais dire pourquoi la Côte d'Ivoire a refusé. Je le répète encore. Je le répète. Dites aux Burkinabés, ils n'ont qu'à aller faire ça au Ghana. Ils n'ont qu'à aller faire ça ailleurs. Éclairez, j'ai m'arrêter là sur ce point-là. C'était mon ras-le-bol. Il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez continuer. Ok. Je vais parler du PPAC. Moi, je crois que personne ne doit dire qu'il ne voit pas ce qui se passe. Nous tous, on voit ce qui se passe. Comme nous, on a l'habitude de le dire ici, là, il n'y a pas état d'âme. On dit ce qu'on voit et tel que les choses se passent. Nous n'avons pas d'état d'âme sur cette plateforme. Nous le disons honnêtement. Mais est-ce que, de vous à nous, depuis que nous avons commencé et qu'on a commencé à parler de l'opposition, des pratiques mafieuses, des pratiques malsaines de l'opposition, est-ce qu'on a une fois menti? On n'a jamais menti. On a toujours dit la vérité. Et quand bien même quand nous parlons, et par moments, on est incompris dans nos prises de position. Mais quand ça arrive, c'est là les gens viennent nous dire que vous avez eu trop tôt raison. Mais nous, on va continuer de dénoncer. Le problème de ça, il faut que les gens sachent que nous sommes en face d'une opposition qui ne veut pas aller aux élections. On va toujours le répéter. Mais comme ils ne veulent pas aller aux élections, ils sont en train de nous entraîner dans la boue avec eux. Et moi, je l'ai dit. La question de la liste électorale. La question de la liste électorale et le problème qu'ils sont en train d'évoquer concernant l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Du coup, le président de la commission électorale indépendante est devenu une statue visée. Il est pris à partie. Il est tiraillé de toutes parts par cette opposition improductive qui n'a jamais rien apporté quelque chose de positif à la Côte d'Ivoire. Mais doit-on aller à l'école pour obtenir un doctorat pour savoir que ceux-là, ce sont des feignants? Je ne le pense pas. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir que ceux-là, ce ne sont pas des opposants, ils sont plutôt les ennemis jurés de la Côte d'Ivoire. Quand vous les entendez parler aujourd'hui, vous avez l'impression qu'ils n'ont jamais été à la tête de ce pays-là. Et ils pensent que, comme le disait, comme on appelle le père Bakayoko, et quand vous les entendez parler, c'est comme si la Côte d'Ivoire devrait marcher selon leur rythme. La Côte d'Ivoire devrait, comme on appelle, les intérêts de la Côte d'Ivoire doivent tourner autour de leur gros ventre.
Mais quand vous avez été à la tête de ce pays, on a vu ce que vous avez fait. Et moi, je le dis, notre liste électorale indépendante ne souffre d'aucune anomalie. Mais vous allez me dire pourquoi. Si vous me dites pourquoi, si vous me posez la question pourquoi, moi je vais vous dire, je vais vous ramener en 2009. Pourquoi je vais vous ramener en 2009? En 2009, nous étions à l'opposition. Mais généralement, ce qu'on voit, c'est les opposants qui contestent toujours la liste électorale. Mais qui était au pouvoir? Quand nous partions aux élections, qui était au pouvoir? Et c'est bien le FPI devenu PPACI, avec à leur tête Laurent Gbagbo, qui était au pouvoir. D'où c'est lui qui menait le jeu. Il était le meneur de jeu. Mais est-ce que, étant au pouvoir, ça a empêché le même Laurent Gbagbo de contester la liste électorale indépendante? Ça ne l'a pas empêché. Il est au pouvoir et il jouait le rôle de l'opposition. Le rôle que l'opposition devrait jouer, c'est ce que Laurent Gbagbo jouait. Personne ne peut nous dire le contraire. Et c'est à la suite même de ces plaintes, de ces contestations, étant, comme on appelle, au pouvoir, que M. Robert Begré-Mambé a été évincé. Il a été reproché à Robert Begré-Mambé d'inscrire plus de 200 000 personnes de façon frauduleuse sur la liste électorale. Mais tout ça là, c'était du gros mensonge. Parce que Laurent Gbagbo savait très bien qu'il n'allait pas gagner les élections. Mais comment faire pour gagner du temps comme il le fait d'habitude? Parce que c'est ce qu'on appelle le roublard. Il laisse les questions de fond et vous fait balader. Le temps que vous allez vous rendre compte, il a gagné en temps. Et donc, on était là, et un jour, ils ont pris comme ça, et voilà ça. Et quand ils sont allés regarder sur la liste électorale, moi je vous ai dit, bien avant d'arriver là-bas, on a procédé d'abord à l'identification qui nous a permis d'obtenir les pièces nationales d'identité. Mais Laurent Gbagbo avait refusé de le faire. Il avait dit qu'il n'y a pas d'argent pour confectionner les cartes nationales d'identité. Donc, on a fait recours aux bailleurs de fonds, dont le PNUD, qui ont financé l'opération de l'obtention des cartes nationales d'identité. Mais qu'est-ce que le pays disait à ses militants? N'allez pas vous faire enrôler. Ces cartes nationales d'identité que vous voyez, après Laurent Gbagbo ne va pas les considérer et tous ceux qui vont faire ça seront considérés comme des étrangers et qu'on va reprendre les cartes nationales d'identité. Ça a été dit. Et donc, les militants du PPAC et sympathisants du pays ont suivi ce que leur direction a dit. Ils ne sont pas allés se faire enrôler. C'est quand ils ont compris que réellement les élections allaient avoir lieu, ils ont constitué avec comme on appelle l'appui de la FECI, ils ont commencé à sillonner les centres d'enrôlement où on faisait les cartes nationales d'identité. Ils ont commencé à casser les valises de SAGEM. C'est SAGEM qui était l'opérateur technique. Ils ont commencé à casser les valises de SAGEM. Mais ça n'a pas découragé les bailleurs de fonds. Et quand on casse une valise, la valise est remplacée. Et les forces de l'ordre qui avaient peur de la FECI n'ont pas véritablement joué leur rôle. Parce que c'est la FECI qui gouvernait le pays à l'époque. Et donc, c'est comme ça, c'est parti. Quand on finit ça et que les pièces sont arrivées, maintenant, il fallait passer maintenant à l'autre étape, qui est l'enrôlement sur la liste électorale. Et les militants du RDR, de l'opposition, sont allés massivement s'inscrire. Mais comme ça, il y a ce qu'on appelle un coffret électronique. C'est un support électronique, c'est mis sur clé USB. C'est-à-dire que la liste électorale a été mise sur clé USB. Et on a donné ça à chaque parti politique pour
pour que le parti politique là regarde très bien s'il y a des anomalies sur la liste électorale. Ça a été fait. Mais l'opposition a regardé et l'opposition a dit que tout est correct. Mais comme je l'ai dit, celui qui dit qu'il est au pouvoir et qu'il est sûr de gagner ces élections, c'est lui qui a contesté la liste électorale. Et ils sont venus avec des thèmes qu'ils ont utilisés, d'où l'appellation du toilettage de la liste électorale. Comme si c'est un torchon ou bien c'est une cuvette qu'on doit laver. Et donc, ils nous ont mis en retard. Et quand il a vu que, effectivement, ils n'allaient pas gagner les élections, avec cette liste électorale-là, donc on va la contester. Ils sont allés dans les laboratoires et ils se sont vus. Et un soir, on était assis. Intervient maintenant la double dissolution du gouvernement et de la CEI. Et quand ça a été fait, le premier ministre alors, Guillaume Soro, les militants du RDR avaient dit à Guillaume Soro de démissionner et que si Guillaume Soro ne démissionne pas, il était complice. Le président Alassane Ouattara a dit, avec Henri Konan Bédié, toute l'opposition, non, Guillaume Soro ne démissionnera pas. Mais c'était l'objectif visé par Gbagbo. Parce que si Guillaume Soro démissionnait, ça allait encore nous mettre en retard. Et comme le président Alassane Ouattara, c'est un fait politique, c'est une bête politique. Il a dit non, Guillaume Soro ne démissionnera pas. Et en même temps, il est resté et on devrait maintenant chercher maintenant à réformer le gouvernement, ensuite venir chercher un autre président pour mettre à la tête de la CEI. Ça a pris quelques semaines. Maintenant, pour choisir le nouveau président, et quand on choisit quelqu'un, Gbagbo dit il ne veut pas. C'est lui-même qui a choisi Issou Bakayoko. Écoutez, hein, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui a choisi Issou Bakayoko parce que Issou Bakayoko et Nadi Bamba, suivez mon regard. Mais l'opposition a accepté. Parce que pour l'opposition, il fallait qu'on sorte coûte que coûte de la crise qui n'avait que trop duré. L'opposition a accepté. Et on est parti aux élections. Quand on va aux élections, au premier tour, Laurent Gbagbo est en tête. On va dire les choses parce que nous on ne cache rien ici. Il est en tête. Mais il est en tête parce que des urnes ont été arrachées. Moi j'étais président du bureau de vote à Bobo Ateikwa. Des urnes ont été arrachées. C'est comme ça, il était comme on appelle, premier. Alassane est venu deuxième et Bédié est venu troisième. Du coup, le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se retrouvent au deuxième tour. Au deuxième tour, naturellement, le report des voix de l'UDPCI, du MFA, du PDCI, du RDR, donnait vainqueur le président Alassane Ouattara sans qu'on aille aux élections. On va aux élections. Avant même de proclamer les résultats, Gbagbo avait les résultats, il savait qu'il avait perdu les élections. Et comme ils ont un bon laboratoire de manipulation et de création de troubles, Topa Veil, écoutez très bien, Topa Veil, Damana Picasse, qui étaient les représentants du RPI à la commission électorale indépendante, sont rentrés en jeu. On les a appelés pour leur dire les résultats n'est pas bon pour nous. Faites ce que vous avez à faire. Ce pourquoi on vous a envoyé, faites le travail. C'est comme ça, Damana Picasse, résultat des votes des Ivoiriens. Donc, ils vont déchirer les résultats devant les caméras du monde, sous prétexte que ces résultats n'ont pas été consolidés.
Alors, on va encore remémorer, en tout cas, la mémoire aux gens du PPACI et aux militants du RDR, comme on appelle du RADP, qui pensent que l'opposition est de la vérité. Laurent Gbagbo nous avait dit pourtant, la commission électorale indépendante ne vote pas en Côte d'Ivoire. Le rôle de la commission électorale indépendante, c'est d'aller récolter les résultats des votes des Ivoiriens, ensuite venir les donner au Conseil constitutionnel pour qu'il les proclame. Laurent Gbagbo a dit. Et donc, la CEI a joué pleinement son rôle. Les résultats ont été déchirés, nous plongeant dans une crise qui nous a coûté 3000 morts. Et ils en étaient fiers. Yao Paul Ndré, qui est le dernier recours, est rentré aussi en jeu. Comme c'est lui seul qui savait où dormait le diable, il s'est laissé posséder par le diable. Et il a annulé 7 régions pour le RADP. Mais malgré cela, on était vainqueurs. Comme le disait Yacouba Doumbia, ils ont posé des questions, il n'a pas eu de réponse. Il a dit que ce sont les femmes du RPI qui sont venues se plaindre. Mais on lui dit, mais quand tu dis que tout a été entaché au haut là, pourquoi tu n'annules pas l'élection? Il n'a rien eu à dire. Donc tout ça là, c'est pour vous dire que vous pensez que ceux-là veulent aller parce qu'ils savent que cette liste électorale là, ils ont boycotté tout. Donc du coup, si on va avec cette liste électorale là, ils vont sortir perdants. Comme ils savent qu'ils vont sortir perdants, il faut tous créer, comme on appelle, préparer les esprits des uns des autres pour dire que la liste électorale est truffée d'étrangers. Et c'est comme ça qu'ils disent. Et c'était le même refrain. Et ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué. Mais vous allez voir que aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'ils vont passer, comme on appelle, à la révision de la liste électorale. Ils sont en train de faire campagne pour ça. Mais ils n'ont jamais battu campagne lors d'une révision de la liste électorale. Ils ont toujours boycotté. Mais quand tu as longtemps boycotté une opération et que ça t'a rattrapé, mais tu ne viens pas dire que la liste électorale est ceci, elle est cela. Vous avez des représentants à la CEI. Pourquoi ces représentants-là ne se plaignent pas? Chaque parti politique a des représentants. Pourquoi ils ne se plaignent pas? Donc, comme ils ont boycotté les choses, aujourd'hui, ça les rattrape. Ils vont nous amener dans une chose. Et tenez-vous bien, là où ils sont en train d'aller, ils sont en train d'aller vers un dialogue politique, comme ils le disent. C'est là-bas ils vont. Mais le gouvernement ne cédera pas. Et je l'ai toujours dit. Si le gouvernement cède au caprice de cette opposition-là, tout ce qui va en découler après ça, le gouvernement sera tenu pour responsable. Parce que les Ivoiriens ne veulent plus mourir. Les Ivoiriens veulent la paix. Les Ivoiriens veulent le développement. L'Ivoirien veut voir son enfant aller à l'école. L'Ivoirien veut voir son activité en train de prospérer. L'Ivoirien ne veut plus voir des morts dans les rues. Moi, personnellement, j'ai vu un chien qui a pris la chair humaine pour courir. Ils avaient pris un de nos amis qu'ils avaient envoyé à la Maca. Chaque fois, on partait lui donner à manger, on jonchait. C'est-à-dire qu'on sautait les cadavres pour aller à la Maca. J'ai vu ça ici. Mais c'était horrible. Nous ne voulons plus ça. Je vais finir sur la question de remettre Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le Conseil constitutionnel qui va prendre la responsabilité sur lui de remettre, je dis bien de remettre cet individu notoire-là sur la liste électorale, va assumer les conséquences. La justice a donné son verdict. Et ce verdict-là, il n'y a plus de susceptibilité de recours. C'est-à-dire que c'est une condamnation totale et c'est une condamnation qui est finie. La seule chose qui peut laver ce criminel-là de ses crimes, c'est une amnistie du président de la République
parce qu'il a un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d'amnistier qui il veut. Même si la personne commet des crimes, même s'il a tué, c'est le président qui peut lui donner cette occasion-là d'être lavé de ses crimes et de devenir un citoyen à part entière. Sinon, la justice a fini son travail. Et donc, je ne suis pas en train de mettre en garde le président Alassane Ouattara. Mais je dis, pour ce que nous avons vécu dans ce pays, le président lui-même, il a été coincé au golfe du fait de cette situation. Et donc, il a aussi souffert. Mais il ne pouvait pas souffrir plus que ceux qui étaient dehors. Le président avec son équipe, ils étaient protégés. Ils étaient protégés par, comme on appelle les forces onusiennes, par l'ONU. Mais nous étions livrés à nous-mêmes ici. Il fallait se cacher. Moi, personnellement, j'ai été pris par les miliciens. C'est la prière de mes parents qui ont fait que je suis aujourd'hui, comme on appelle, en vie et comme on appelle Dieu. J'ai été pris, j'ai été déposé de mes deux téléphones, j'avais 70 000 francs, tout a été pris. Mais à l'époque, vous pouvez vous imaginer qu'à l'argent, tu ne sais pas ce que tu vas manger. J'ai été pris. Et je peux même dire le matériel qu'ils m'ont arraché et l'argent, c'est ce qui a été le sacrifice pour moi. J'ai vu un calage braqué contre moi, devant le siège du RDR au camp commando, qui était devenu une zone comme on appelle, rouge. Et j'ai vu le corps d'un ami qui montait la garde avec nous au QG. Nous avons vu ça ici. Et donc, si Dieu a dit que Laurent Gbagbo a commis des crimes et que la justice dit que ces crimes qu'il a commis là, ça ne peut pas rester impuni, il faut le condamner. Mais toi, le président de la République, qui nous a dit ici, le pays, tu ne laisseras plus jamais le pays dans les bras de ceux qui ont détruit le pays. Mais Laurent Gbagbo fait partie. Donc, monsieur le président, les Ivoiriens épris de paix, on les regarde tourner vers vous. Les Ivoiriens, on les regarde tourner vers vous. L'Ivoirien veut vivre en paix. Et Laurent Gbagbo a toujours démontré que les élections auxquelles il a eu à participer, il y a eu toujours des morts. Mais vous allez me dire, il n'était pas là en 2020. Mais il y a eu des morts, oui. Vous avez oublié l'interview qu'il a accordée à TV5 France quand il est sorti de prison. Il était à Bruxelles, mais il a contribué à tuer les gens parce qu'il était là-bas, mais il tirait les ficelles et il montait les choses. Donc, dès qu'il a été libéré, il a encore tué les gens. Donc, c'est-à-dire que, il a dit, tant qu'il sera dans le jeu politique, la Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix. L'occasion nous a été donnée pour qu'on en finisse avec le cas de Laurent Gbagbo. Monsieur le Président, on ne vous force pas la main. Vous pouvez, si vous le souhaitez, amnistier Laurent Gbagbo et qu'il vienne faire tuer les Ivoiriens. Vous pouvez aussi ne pas l'amnistier pour que la Côte d'Ivoire ait en paix. Vous avez les deux choix. Mais si vous décidez de l'amnistier, vous allez assumer les conséquences. On ne dira plus que la justice n'a pas fait son travail. Parce que longtemps, on a critiqué la justice. Mais la justice vient de faire un travail impeccable. Ne venez pas souiller le travail de la justice. Si vous faites ça, mais comment les juges vont se sentir, ceux qui ont prononcé la condamnation? Donc, moi, je tiens à être clair ce soir pour que ça soit entendu de tout, en tout cas, pour que chacun sache où on s'en va. Donc, on ne va pas accepter ça. Enfin, Laurent Gbagbo, parce que moi, j'ai entendu Katina Kone, quand le QBR a parlé, Katina Kone est venu nous dire, et clairement, on a toujours dit ici, Katina Kone est venu dire que juridiquement, Laurent Gbagbo n'a plus sa place en prison. Parce que lui, Katina, il a été condamné pour les mêmes infractions que Laurent Gbagbo. Mais lui, il est dehors. Mais pourquoi Laurent Gbagbo est toujours condamné que c'est une affaire politique? Donc vous voyez, ça veut dire que le gouvernement a peur de Katina, de Laurent Gbagbo, mais c'est Katina en fait. Je suis d'accord avec Katina. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec Katina. Parce que dans les charges, on dit que Laurent Gbagbo aussi a contribué à braquer la BCAO parce qu'il était le chef de l'État.
Mais Kachina est dehors là, c'est pourquoi? Il faut qu'on nous explique. Mais la justice a condamné, c'est le même président qui a donné l'amnistie à Kachina. C'est le même président Alassane Ouattara qui a donné l'amnistie à Kachina. Kachina a été amnistié, ce que vous ne savez pas là, c'est ça. Il a été amnistié, on va vous dire ça clairement. Donc il a raison de parler, et nous on a toujours dit, quelqu'un qui est censé se retrouver derrière les barreaux, quand il se retrouve en liberté, il a le droit de vous donner une leçon de justice. Il a le droit de dire n'importe quoi. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Bravo à vous. Bravo à vous. Mais Dieu seul sait. Si un Ivoirien meurt parce que Laurent Gbagbo a été remis sur la liste électorale, parce qu'ils ne vont pas gagner les élections. Ils ne viennent même pas pour gagner les élections. Ils viennent pour créer des trous. Laurent Gbagbo est un éternel contestataire. C'est-à-dire qu'il est né dans la contestation. Et ça, il va bien le faire. Il ne va pas gagner, il va contester. Ça, c'est clair. Mais à partir du moment où on sait ça, on se doit de prendre nos dispositions. Ça, c'est très clair. Donc, tout le monde a averti. Quand vous écoutez les propos de Kamana Pikas, l'homme par qui le malheur est arrivé à la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il continue dans ces mêmes bêtises-là. Il va dans les choses, dans les meetings, mais que de parler du programme du PPACI, ils sont en train de menacer les Ivoiriens. Ils menacent même, je vais dire que toute une nation entière, parce que Laurent Gbagbo est taillé à la mesure de la Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo, il est celui-là même que Dieu a établi pour comment on appelle, pour diriger la Côte d'Ivoire. Et dans le circonstance des Gor, Laurent Gbagbo est le Messie que Dieu a envoyé pour sauver la Côte d'Ivoire. C'est comme un évangile. Quand on dit que Dieu a envoyé son fils unique tant pour faire ci, pour eux, Laurent Gbagbo est celui-là que Dieu a envoyé pour sauver la Côte d'Ivoire. Et que sans Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne doit pas marcher. Mais à quand la fin? À quand la fin? Éclairé, merci. Merci infiniment, le roi du printemps. Laurent Gbagbo, l'éternel anarchiste, l'homme des désordres de la politique ivoirienne, nous croyons qu'il est temps que nous puissions mettre fin à ce désordre et permettre à la Côte d'Ivoire que des hommes et des femmes sérieux et sérieuses puissent faire la politique sainement et puissent s'y mettre dans la politique pour apporter le bonheur aux Ivoiriens. Laurent Gbagbo a dépassé toutes les bornes de l'acceptable. Comme dirait en Côte d'Ivoire, il a bloqué Conter. Mais il doit savoir qu'il sera pris à son propre jeu. Vraiment, merci, le roi du printemps. Merci à tous ceux qui ont pris du temps de nous suivre ce soir. Merci à tous ceux qui ont fait la balade intellectuelle avec nous. Nous ne pouvons que vous dire une chose. Merci de nous avoir été fidèles. Merci d'avoir suivi l'émission du jour. Merci d'avoir apporté des contributions dans tous les sens pour essayer de conscientiser les masses. Oui? Je voulais faire une clarification. Tu m'entends? Oui, parfaitement. Ah, voilà, je voulais faire une clarification, comment on appelle, au père Martial. En fait, je ne tombe pas dans le piège de Katina. En fait, c'est une métaphore que j'ai utilisée. Ce que j'ai utilisé, c'est une métaphore. Sinon, je ne tombe pas dans son piège. Si vous suivez bien ce que j'ai dit, vous allez trouver que c'est une métaphore que j'ai utilisée pour dire qu'il a raison. Sinon, je ne tombe pas dans son piège. Je suis quand même assez averti. Mais c'est une métaphore pour faire comprendre qu'il devrait rester en prison. Mais comme le président a eu pitié de lui pour le laisser en liberté, voilà pourquoi aujourd'hui il peut s'asseoir pour dire ce genre de choses. C'est comme ça, j'ai résumé, c'est une métaphore. Sinon, je ne tombe pas dans son piège. Quand même, je suis quelqu'un qui a averti. Donc, vous pouvez être rassuré de ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis bon. Il n'y a pas de Donc, tu peux continuer. Non, c'était tout pour dire merci à tous. Vraiment, merci de nous avoir été fidèles en nous suivant durant toute cette randonnée intellectuelle. On a pris du temps, mais c'est aussi ça, les jours où on a le temps, on permet aux uns aux autres de bien s'exprimer. Vraiment, merci à chacun et à chacune.
Demain, ça sera encore un autre jour avec ces réalités. Puisse Dieu nous permettre de les vivre dignement et avec tout le bonheur qui va avec. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Le roi, on vous laisse la conclusion. D'accord. On va appeler, d'après les gens, on va appeler long ce qui n'est pas long. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Tout ce que moi je peux dire aux gens, c'est de rester concentrés. Nous allons vers 2025. La révision de la liste électorale va s'ouvrir le 19 septembre et octobre. Que chacun s'active à aller peut-être soit changer de lieu de vote. Et pour ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, c'est l'occasion qui leur a été donnée d'aller se faire enrôler pour qu'en octobre 2025, nous puissions permettre au président Hassan Ouattara de continuer l'œuvre de développement qu'il a entamé depuis plus de 13 ans et qu'aujourd'hui les Ivoiriens sont fiers de tout ça. Et franchement, ça sera une très bonne chose. Mobilisons-nous, allons-y nous faire enrôler, aidons les gens, ceux qui n'ont pas encore pu le faire, il faut les aider. Et le parti a facilité les choses. Et le parti est en train d'aider les primo-votants et ceux même qui n'ont pas de papiers à obtenir les papiers de façon gratuite. Et je crois que tous les chapelles politiques s'activent à le faire. Hein. Ce n'est pas anticonstitutionnel, c'est ça. Et tous les partis politiques le font. Et donc, le RADP est en plein dans la préparation, raison pour laquelle vous allez voir que tout ce que le RADP fait aujourd'hui sur le terrain, c'est de galvaniser les militants et leur dire de faire tout pour aller se mettre sur la liste électorale. Et donc, nous ne sommes pas dans le bavardage. Et quand vous écoutez les différents analystes, ils le disent, hein, ils le reconnaissent, que le RDP est vraiment sur le terrain. Et même les gens de l'opposition le savent. Et donc, vraiment, c'est déjà une fierté pour nous. Mais il faut accentuer. Allons-y, ce que le président a fait. C'est ce qui va nous permettre de vraiment l'aider. Voilà, la Côte d'Ivoire est en paix. Et moi, je dis félicitations au ministre de la Défense, félicitations en tout cas à tous ceux qui sont impliqués dans la sécurité. Vraiment, on vous tire le chapeau. Que la paix règne sur la Côte d'Ivoire. Et demain sera un autre jour. Et bonne soirée à chacun. Merci infiniment. J'apprends une nouvelle, je ne sais pas si elle est encore vérifiée. On me dit urgent, Kémy Séba arrêté en France pour être rentré illégalement sur le territoire français avec un passeport diplomatique nigérien. Et c'est signé CNews News. Je ne sais pas encore si c'est la vérité, mais je vais prendre le temps de vérifier. Donc que les uns les autres prennent cela avec pincette. Puisqu'il n'est plus français. Je souhaite que ce soit la vérité. Voilà, mais bon, comme je n'ai pas vérifié, ça tombe. Non, mais éclairez, si c'est la vérité, tu sais aussi les Français, pourquoi ils vont les prendre et puis après ils vont les relâcher, tu les connais? Non, les Français sont comme la pute de la politique mondiale, donc il ne faut pas espérer grand chose d'eux. Voilà. Donc voilà, on va vérifier l'information. On espère bien que ce soit vrai. Donc vraiment, merci à tous. Et merci à toi, le roi du printemps. Demain, ça sera notre jour. Merci.